Salut, moi c'est Giaco, et il y a presque tout ce dont je rêve dans cette interface audio à moins de 300 €. Je peux être transparent avec vous 2 minutes. En 18 ans d'existence et d'expansion pour YouTube et 12 ans pour Twitch, on aurait pu espérer que les fabricants de matériel audio et vidéo cernent les besoins et exigences de ce nouveau marché. Non, visiblement. Pourtant, côté son, pour la plupart des créateurs, le cahier des charges est le même, et il est plutôt clair. Un mélangeur audio numérique doté de préamplis puissants, de capacités de traitement d'effets et de mixage, avec plusieurs arrivées et départs logiciels. Les contrôles physiques pouvant se limiter à l'ajustement des niveaux à la volée et au déclenchement des effets, les ajustements précis étant accessibles par voie informatique. C'est bien entendu ma vision des choses, mais je suis convaincu que la qualité et la pertinence des outils sont bien plus importants aux yeux des créateurs que le RGB. C'est pas une raison pour nous faire du moche, mais faites-nous des outils qualitatifs, complets et rationnels en priorité. Et des marques avec cette motivation, il y en a plein dans le monde de l'audio. Parmi elles, les Autrichiens Lewitt, fondés en 2009, qui se spécialisaient jusqu'ici dans la conception de microphones pour l'univers musical. En mars 2018, ceux-ci ont sorti la Stream 4x5, une première interface audio innovante et au design peu commun, réservée au marché chinois et aux besoins des streamers de ce pays très friands de karaoké. Lorsqu'en juin 2020 Elgato ont eu besoin d'un partenaire pour concevoir et fabriquer leur gamme Wave, ceux-ci ont répondu à l'appel. Cette collaboration aura probablement servi à Lewitt, qui a sorti en octobre de l'année dernière la Connect 6, une interface audio aux capacités étonnantes, adaptée à de nombreux usages, dont ceux des créateurs de contenu de l'Ouest, vendue 266 €. Dès la couverture de cette actualité le 7 octobre dernier, la Connect 6 m'a retenu comme une sortie notable de l'année 2022. Avec 72 dB de gain sur ses deux entrées, ses deux arrivées USB-C, ses trois arrivées d'audio logiciel, ses capacités de traitement et de mixage grâce à l'intégration d'un processeur DSP et son design atypique, celle-ci m'avait tout l'air d'un produit qualitatif, innovant et adapté à de nombreux cas d'usage. Souhaitant en juger par moi-même et avec la sollicitation de nombreux spectateurs, j'ai contacté Lewitt 5 jours après mon direct de Giaco Actu. Nous voilà presque un an plus tard, Connect 6 en main grâce à la générosité et la réactivité de la marque, qui m'a envoyé celle-ci une semaine après ma prise de contact. Ce produit est un don, ce qui forme l'ensemble de ma rémunération. La marque n'a pas interféré dans la production de cette vidéo, garantissant une authenticité du propos et une complète liberté éditoriale. Pour finir, aucune copie de revue n'a été envoyée à la marque avant publication, ceux-ci voient donc cette vidéo pour la première fois en même temps que vous. Mais alors pourquoi attendre un an avant de faire cette vidéo ? Il ne fait aucun doute que vous comme la marque auriez aimé voir cette vidéo sortir bien plus tôt. Et pour les impatients d'ailleurs, je vous invite à sauter ce passage avec les chapitres en description et dans votre barre de lecture. Seulement voilà, cette interface audio n'est pas n'importe laquelle, tant pour Lewitt que pour moi. Pour la marque, il s'agit d'un test, d'un terrain d'expérimentation, d'une réponse unique à un secteur aux nombreux besoins. Et bien que sur le plan matériel, cette interface audio n'ait pas évolué depuis sa sortie, l'aspect logiciel a subi une révision majeure en juin. Une mise à jour que mon contact chez Lewitt avait évoquée bien avant sa sortie et que j'attendais pour produire ma vidéo. Ce qui ne m'a pas empêché de poursuivre mes expérimentations, démonstrations en direct sur Twitch, et de partager mes retours et suggestions à la marque. Mais juin, c'était il y a 4 mois. Alors qu'est-ce qui justifie ce retard supplémentaire ? Premièrement, une raison purement logistique. Je souhaitais à la base produire cette vidéo fin juin, avant mon départ pour l'émission chez France Bleu et mes vacances, pour une sortie prévue à la mi-août, pendant mes vacances. Malheureusement, le stress de produire 4 vidéos en 15 jours et ou une intoxication alimentaire m'ont causé une belle infection dont je tairai l'emplacement, foutant en l'air ma deuxième semaine de production et m'obligeant à me rendre à la gare en rampant. Youpi ! La seconde, c'est que j'aime faire justice aux produits que j'ai entre les mains. Et pour moi, la Connect 6 n'est pas une interface comme les autres. Elle pourrait marquer un véritable tournant dans les produits destinés aux créateurs de contenu. Alors j'ai patiemment attendu d'avoir le temps, l'énergie et l'inspiration pour écrire un script juste, argumenté et complet sur cette interface. Et par juste, j'entends juste. Malgré son importance pour l'industrie, cette machine a des défauts, et je ne manquerai pas d'en parler. Je tiens à sincèrement m'excuser auprès de vous et de la marque pour cette attente, et j'espère que la qualité de vidéo aura valu celle-ci. Bon, après ce nouveau record de temps d'intro, il serait peut-être temps de vous la montrer et d'en parler de cette machine, non ? Commençons par l'emballage dans lequel celle-ci arrive. Un emballage sobre, sombre, montrant clairement le produit et ses atouts à l'arrière. C'est un emballage sans artifice, à l'exception de la pastille, vous invitant à prendre contact par mail avec eux si vous avez des questions ou des suggestions, ainsi que l'année de fabrication de la Connect que vous possédez. À l'intérieur, la sobriété reste le maître mot, avec une carte vous invitant à enregistrer votre interface sur le site MyLewitt, un livret d'informations réglementaires, 2 stickers Lewitt et une dernière carte indiquant la présence d'un guide de démarrage rapide en ligne ainsi que l'importance d'installer le logiciel Lewitt Control Center, avec au dos un schéma des entrées-sorties. Tous ces documents sont en anglais, en chinois et en allemand, et l'arrière de la boîte en anglais seulement. Bien qu'aucune de ces informations ne soit d'une importance cruciale, la plupart des ressources étant traduites et en ligne, j'aurais bien aimé voir une traduction des textes principaux en français et en d'autres langues européennes.
Ensuite, sous et dans un insert en carton recyclé, vous retrouverez 2 sachets en matière biodégradable. Le plus petit contient 2 câbles USB d'une longueur de 1,50 m et d'une belle épaisseur. L'un va de l'USB-A vers l'USB-C et l'autre de l'USB-C vers l'USB-C. Et le plus grand sachet contient évidemment la connectrice en chair et en os. Et la première chose que je me suis dit en ayant l'interface en main, c'est bon Dieu que son design va faire couler de l'encre. Pour ceux qui connaissent la marque et d'autres produits de son catalogue, on reconnaît bien l'ADN Lewitt. Géométrie complexe, angle assumé, jeu de finition, on dirait une interface sortie de l'univers de Star Wars ou de Tron. Trouvez ça beau ou moche, c'est votre avis. Mais certaines choses restent indiscutables, comme la facilité avec laquelle cette surface brillante prend les traces de doigts, et le fait qu'elle sera reconnaissable entre toutes. Si vous aimez les objets singuliers, vous êtes gâtés. Personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je tolère. Surtout quand je prends en compte ses capacités. Premièrement, cette connectrice déborde d'entrée-sortie pour sa petite taille. Vous retrouverez à l'avant 2 sorties casque au volume et au contenu distinct, l'une en mini jack 300 mm, l'autre en jack 635 mm. À l'arrière, ça se corse. 2 entrées micro-lignes surprise combo XLR jack, une sortie enceinte sur une paire de jack 635 mm symétrique ou un mini jack 300 mm, une arrivée départ stéréo sur USB-C dite mobile, une entrée auxiliaire stéréo mini jack 300 mm, une prise d'alimentation sur USB-C, et une arrivée départ multipiste sur USB-C dite computer que vous raccorderez naturellement à votre machine. Rien qu'à ce niveau, on sent qu'il y a eu du travail. Les 2 sorties casque distinctes et avec différents connecteurs, la sortie enceinte mini jack pour ceux qui ont une écoute grand public, l'entrée auxiliaire mini jack, le port d'alimentation pour les créateurs mobiles, et l'arrivée numérique éponyme, par ailleurs certifié Apple MFI. Les Lewitt ont pensé à différents usages, différents publics, et ont fait peu de sacrifices. Et ça c'est beau. Peu de sacrifices, sauf un. Et c'est l'incapacité des entrées combo d'accueillir une guitare ou une basse. Celles-ci n'ont pas de mode IZ, vous obligeant à faire passer votre instrument à travers une DI. Dommage. Mais vous savez ce qui coûte le prix d'une DI de qualité correcte ? Un préampli inline. La chose dont vous pourrez vous passer avec cette interface, qui propose 72 dB de gain sur chaque entrée, avec un niveau de bruit de moins 133 dBV, et un taux de distorsion de 0,002% selon les mesures du constructeur. Pour ceux qui n'ont pas de repères, c'est très bon. Et c'est là qu'on commence à voir que Lewitt n'a pas pensé qu'aux musiciens, parce que 72 dB, ça permet d'amplifier un SM7B pour de la prise de voix parlée sans lâcher une goutte de sueur. Et cette considération ne s'arrête pas là, car comme dit en introduction, la connectrice renferme un processeur DSP capable de traitement, de mixage et de routage plutôt avancé. Toute cette puissance sera accessible et réglable depuis le Lewitt Control Center qui mérite bien son chapitre dédié, à suivre dans un instant. Quant au panneau physique, vous retrouverez sur celui-ci un indicateur de signalet de saturation pour les 2 entrées principales, ainsi que 3 autres témoins correspondant aux 2 sorties casque et à la sortie enceinte. A l'aide de l'encodeur rotatif, vous pourrez gérer le niveau de ces 3 sorties et des 2 entrées en jonglant entre elles en un appui sur l'encodeur, et en le maintenant pour commuter l'alimentation fantôme sur l'entrée micro sélectionnée, dont le statut sera indiqué avec le témoin 48 volts. Enfin, le vumètre stéréo indiquera lors de la sélection des entrées une jauge de gain appliquée sur l'afficheur du canal gauche et le niveau sur l'afficheur du canal droit. Lorsqu'une sortie est sélectionnée, la gauche affiche le niveau à gauche et la droite affiche le niveau à droite. Je vous ai dit que l'eau ça mouillait ? Chose moins évidente et intelligemment marquée sur l'étiquette au dos de la bestiole, cet afficheur s'anime pour indiquer le statut de l'interface. Son démarrage, un besoin d'alimentation, une erreur de connexion, etc. Comme promis, le centre de contrôle logiciel de cette connectrice mérite son propre chapitre. Avant tout, et pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ce logiciel n'est en rien responsable des fonctions de mixage et de traitement de l'interface. Grâce au processeur DSP évoqué précédemment, c'est bel et bien la connectrice qui prend tout en charge. Les ressources de votre ordinateur ne seront pas consommées pour ça. Alors ce ne sont absolument pas les seuls, ni les premiers à le faire, mais il est intéressant de voir ce changement d'approche chez Lewitt qui avait fait le choix contraire sur sa Stream 4x5, et indirectement sur la Wave XLR qu'ils ont conçue pour Elgato. Je trouve personnellement que le DSP est la meilleure option. Du moins quand on s'adresse aux créateurs de contenu, qui sont souvent amenés à produire des diffusions en direct et à créer avec leur ordinateur de manière générale. Cette option permet aux constructeurs de concevoir et d'intégrer ses traitements, ses effets et ses algorithmes en assurant leur fiabilité, sans introduire de latence significative ou de perturbation du signal, et sans puiser dans les ressources informatiques. Du côté de l'utilisateur, il y gagne aussi, pouvant écouter le son traité sans décalage significatif et sans se préoccuper des performances consommées par l'amélioration de sa qualité sonore. Je rêverais d'une croisée des deux mondes, mais j'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Maintenant qu'on est d'accord sur qui fait quoi, faisons donc un tour de cette télécommande logicielle. Premièrement, dans la barre en haut de celui-ci, vous trouverez 2 menus déroulants. Le premier pour charger et enregistrer un pré-réglage de mélangeur, contenant les réglages de mixage et de routage, et le second pour changer la fréquence d'échantillonnage de 44.1 à 96 kHz. Le bouton engrenage tout à droite renvoie vers les options avancées, les paramètres, où on retrouve des choses classiques, permettant de vérifier les mises à jour du logiciel et de l'interface, de mettre à jour manuellement le micro-logiciel de l'interface, de vérifier automatiquement les mises à jour, d'envoyer des données de diagnostic, d'afficher des tooltips, des indications de quelle fonctionnalité fait quoi en bas
à gauche du logiciel comme vous pouvez le voir ici, de relancer l'expérience d'accueil quand vous lancez le logiciel avec la connecte branchée pour la première fois, d'enregistrer votre produit, d'aller sur l'aide en ligne et de rapporter des bugs ou des suggestions au constructeur. C'est plus intéressant à gauche où vous retrouverez dans un premier lieu une fonctionnalité par ailleurs super rare et intéressante qui permet de choisir la sortie dont le niveau sera affecté par le contrôle du volume natif sur Windows et macOS. Une fonction qui est d'ailleurs extrêmement utile sur Mac parce que beaucoup de maoïstes aiment beaucoup gérer le volume de leur système avec les touches sur leur clavier. En dessous, on a la gestion de la luminosité des LED sur l'interface. Et en dernier, on ne le voit pas ici sur macOS, mais vous pouvez choisir la taille du buffer, soit la quantité d'échantillons audio en cache. En dessous de l'entête, vous retrouverez l'interface de mixage et de routage, décomposée en plusieurs zones, quadrillées et labellisées, qui peuvent par ailleurs être renommées en un double clic. Et en anglais seulement, du moins pour l'instant. Donc si vous voulez traduire, c'est parti. À gauche, sur toute la hauteur, se trouvent vos deux entrées principales, avec un bouton qui renvoie vers l'utilitaire de configuration automatique. Une autre merveille de la part de Lewitt qui permet de configurer en fonction du type d'entrée, du niveau de réglage et de l'activité choisie, votre gain, votre filtre coupe-bas et les niveaux de détection de l'expandeur et du compresseur. C'est bien illustré, c'est explicatif, en anglais seulement, une fois de plus. C'est esthétique, ça demande certes un peu de voix et un peu de temps, mais qu'est-ce que c'est bien vu pour les débutants. Puis un potard de gain, des boutons pour commuter l'alimentation Phantom 48 volts, le filtre coupe-bas 80 Hz à phase linéaire, s'il vous plaît, et l'inversion de phase, ainsi que la coupure globale de l'entrée. En dessous, bien qu'il ne s'agisse que de 6 boutons, se trouve l'une des sections les plus importantes, la commutation des 3 étages de traitement et l'ouverture de leur réglage. Vous disposez ici d'un expandeur dont le rôle est d'atténuer le signal en dessous d'un certain seuil, à un ratio et une vitesse définie, d'un compresseur dont le rôle est d'atténuer le signal au-dessus d'un certain seuil, à un ratio et une vitesse définie, et d'un égaliseur paramétrique 4 bandes dont le rôle est de gérer l'équilibre spectral, la quantité d'aigus, de médium et de grave. Les interfaces des deux premiers sont très intelligemment conçues avec un historique du niveau sonore en rapport avec le seuil, et des gros potentiomètres pour régler seuil, ratio, temps d'attaque et de relâchement et l'atténuation maximale de l'expandeur, ou dans le cas du compresseur, le gain de sortie. L'égaliseur quant à lui a une interface minimaliste et claire que j'aurais vu autrement, avec des réglages qu'on voit affichés ici mais avec lesquels on ne peut malheureusement pas interagir, sous l'interrupteur et le choix de filtre de chaque bande. Je regrette aussi le manque d'un analyseur de spectre en arrière-plan, mais on est là pour égaliser avec nos oreilles et pas avec nos yeux à la base, mais pour certains usages ça peut être très pratique. Depuis ces fenêtres de réglage, vous pourrez également enregistrer et rappeler des pré-réglages qui seront stockés sur votre ordinateur. Enfin, ces tranches se terminent par 2 faders renvoyant vers les mix A et B avec bouton d'envoi correspondant et option de liaison relative, un vumètre au milieu. Vous pourrez également coupler ces 2 entrées avec le bouton correspondant haut entre les potards de gain, auquel cas la première entrée deviendra maîtresse. Ces faders et options connexes, vous les retrouverez sur les 5 autres arrivées qui prennent la moitié supérieure du reste de l'interface graphique. Les 2 premières sont matérielles, l'entrée auxiliaire mini jack et l'USB mobile, stéréo tous les deux, leur contrôle s'affichant uniquement s'ils sont connectés, une autre fonctionnalité bien pensée et plutôt inattendue, et les 3 qui suivent sont vos arrivées logicielles, que vous retrouverez séparées nativement sur Windows. Sur macOS, il faudra passer par un logiciel comme Loopback, qui coûte 97 €. Ce serait bien de ne plus en avoir besoin grâce à une mise à jour future. Contrairement à Wavelink, le Control Center n'intègre pas de fonction pour diriger vos logiciels vers chacune de ces sorties. Vous devrez donc passer par l'option intégrée de Windows, ou l'excellent AirTrumpet, ou SoundSource sur macOS, qui remplace le mélangeur audio natif de votre OS, vous permettant de rediriger l'audio de vos logiciels en 2 clics. Vous aurez bien évidemment les liens en description. Dans la moitié inférieure au centre se trouvent les contrôles de vos mix, vers lesquels vous pourrez envoyer chacune des entrées à l'aide des faders et boutons évoqués précédemment. Ceci n'ayant pas de destination imposée, vous pouvez en faire ce que vous voulez, en fonction de votre usage. Un peut servir au casque, l'autre aux enceintes, ou un par sortie casque, ou un pour votre écoute et un pour le direct, ou un pour l'ordi, un pour le mobile. C'est vous qui gérez. Sachez en tout cas que si vous vous en servez pour de la diffusion, le maximizer commutable et réglable avec le gros potentiomètre permettra d'uniformiser le niveau sonore de votre mix. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un moyen magique de vous donner un son radio, mais ça densifie bien le signal. Et pour finir, à droite des mix, soit en bas à droite du logiciel, se trouvent les départs. Un logiciel, 4 matériels. Le départ logiciel est le loopback. Les départs matériels sont la sortie enceinte, les 2 sorties casque et la sortie stéréo de l'USB mobile, qui s'activera comme l'entrée correspondante quand c'est branché, et qui servira probablement pour les streamers à l'accueil d'un second PC. Vous pourrez gérer le volume de toutes ces sorties et rendre muette celle matérielle,
Depuis le menu déroulant surplombant chacune de ces sorties, vous pourrez choisir le contenu que vous envoyez, mix A ou B, entrée 1, entrée 2, entrée 1 et 2, entrée auxiliaire, entrée mobile ou l'une des arrivées stéréo logicielles. Pour ceux qui seraient inquiétés par la présence d'une seule tranche de renvoi virtuel, pas de panique. Bien que le renvoi loopback soit le seul dont le contenu peut être sélectionné, vous retrouverez dans vos périphériques d'enregistrement, en plus de celui-ci, une belle panoplie d'arrivées. L'entrée 1, l'entrée 2, l'entrée auxiliaire, l'entrée mobile, le mix A et le mix B sont présents dans vos périphériques d'enregistrement et en canaux ASIO et Core Audio sans intervention de votre part. Profitez donc sereinement de ce loopback. Personnellement, je m'en sers pour renvoyer les deux entrées principales, soit la seule chose qui manque dans tous les retours annexes cités précédemment. Dernière chose à noter sur ce Control Center, depuis sa dernière révision en juin, il est impossible de redimensionner séparément la hauteur et la largeur de la fenêtre, seulement en diagonale, afin de gérer l'échelle de celui-ci. Ce manque de mise à l'échelle manquait certes sur les versions précédentes, mais c'est dommage de ne plus pouvoir gérer chaque axe distinctement. J'espère que ça reviendra. D'autant plus que ça empêche tout attachement de la fenêtre avec les fonctions Snap de Windows. Pas de multi-fenêtrage possible. Également, c'est pour le coup un bon changement, lorsque vous fermez la fenêtre, celle-ci va se réduire dans votre barre des tâches pour rester toujours à disposition. Si vous voulez complètement fermer l'application, il faudra vous rendre dans la zone de notification. Maintenant que vous savez à quoi la Connectis ressemble, ses capacités techniques et comment en prendre le contrôle, comment performe-t-elle ? Pour vous permettre de vous faire une idée, j'ai concocté le programme suivant. Premièrement, et c'est bien normal vu comment cet aspect est mis en avant, je vous propose de tester les capacités de préamplification de la bestiole. Vous allez entendre des échantillons d'audio capturés avec un Shure SM7B, un Elgato Wave DX, un SE Electronics X1S et un SE 2200 à travers la Connectis, et à travers ma Behringer X32 Producer pour donner un point de comparaison. Dans ces pastilles, vous entendrez un bout de voix, un passage de silence dans mon environnement d'enregistrement habituel, et enfin un passage de silence avec le micro enfermé dans une boîte insonorisée. Vous verrez également à l'écran les valeurs de gain utilisées pour chaque micro, dans le contexte des plages de gain de chaque interface, ainsi qu'un analyseur de spectre pour les tests de bruit. Pour obtenir une mesure plus scientifique du niveau de bruit généré par les préamplis de la Connectis, je connecterai une charge impédante de 150 ohms à la première entrée de l'interface, de façon à émuler la connexion d'un microphone. Dans la pastille associée, vous entendrez le niveau de bruit généré, accompagné d'une analyse du spectre, d'une mesure du niveau et d'un affichage du gain appliqué en temps réel. Une fois assuré ou pas que la Connectis peut amplifier sereinement votre micro, je vous propose d'entendre les capacités de traitement de cette interface pour vous donner une idée des perspectives d'amélioration de vos prises. Vous entendrez une pastille traitée à l'aide du DSP de la Connectis dans un style radio, podcast, diffusion, et une autre dans un style studio, voix off, vidéo. Voilà, je doute qu'on puisse faire plus clair comme sommaire. Vous retrouverez comme d'habitude tous les segments dans les chapitres de cette vidéo si vous voulez en passer ou en revoir. Alors à vos casques et au travail. Pour entamer ces tests de préampli, autant ne pas perdre de temps et débuter avec le plus chiant, le plus compliqué à amplifier, le Shure SM7B, qui est donc branché à la Lewitt Connectis via un Cordial CTM3, gain à 32 dB, et c'est tout. Donc voilà ce que ça donne en termes de tonalité, premièrement, donc je suis à 32 dB sur 72, voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit. De retour avec le SM7B, cette fois-ci branché, raccordé à la Behringer X32 Producer, toujours avec le même câble, et ici avec un gain appliqué de 59 dB pour atteindre le niveau approximatif de moins 21 dB pleine échelle dBFS. Donc voilà ce que ça donne en termes de tonalité, 59 dB sur 60 en plage de gain maximale, vous imaginez bien qu'on est donc au maximum que ce que permet la Behringer X32 Producer à 1 dB près. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité, et voilà maintenant ce que ça donne en termes de niveau de bruit. De retour avec un dynamique un petit peu moins exigeant, celui-ci c'est le Elgato Wave DX pour lequel j'ai besoin non pas de 32 mais de 29 dB de gain sur 72, ce qui de toute manière pour les deux laisse pas mal de marge. Voilà ce que ça donne en termes de tonalité donc à travers la Lewitt Connectis, et voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit avec l'environnement de présent. Wave DX toujours, cette fois-ci sur la X32 Producer avec un gain appliqué de, on va se marrer, 53. Voilà, 53 décibels. En termes d'échelle de gain, on est à 53 sur 60. Donc on se retrouve déjà bien à la fin de la course de cette console. Voilà ce que ça donne en tout cas en termes de tonalité. Et je le répète, pour obtenir un niveau qui est aux alentours des moins 21 dB pleine échelle.
Voilà ce que ça donne en termes de tonalité, et voilà maintenant ce que ça donne en termes de niveau de bruit. Autour des statiques, avec pour commencer un statique moderne avec préampli à transistor qui va donc avoir une sortie plutôt élevée, donc un micro plutôt sensible avec une sensibilité ici de moins 30,5 décibels par pascal, et donc qui me permet, avec alimentation Phantom 48 volts, de n'appliquer que 10 décibels de gain sur la Lewitt Connectis à laquelle il est connecté actuellement. Donc voilà ce que ça donne en termes de tonalité. Voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit avec l'environnement de présent. SEX1 toujours, cette fois-ci sur la X32 Producer, avec un gain de 25,5 décibels. Une fois de plus, presque le double que ce que nécessite la Connectis pour fournir un niveau sonore équivalent aux alentours des moins 21 dB pleine échelle. Mais que voulez-vous, ce ne sont pas les mêmes machines et pas les mêmes plages de gain. En tout cas, voilà ce que ça donne en termes de tonalité. Voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit. Et de retour dans le domaine des statiques avec un autre micro, lui un peu plus vintage, avec un système de symétrisation par transformateur et donc une sensibilité un petit peu réduite ici de moins 32,5 décibels par pascal qui m'oblige à remonter mon niveau d'amplification de 10 décibels à 13 décibels sur 72 sur la Lewitt Connectis. Donc voilà ce que ça donne en termes de tonalité, voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit avec l'environnement de présent. De retour avec le S-Electronics SE2200 sur la X32, voilà ce que ça donne en termes de tonalité, et pour obtenir le niveau sonore que vous entendez actuellement, qui est sensiblement le même qu'avec la Lewitt Connectis, j'ai dû appliquer un gain de 27,5 décibels. C'est le double de ce que nécessitait la Connectis, mais elle a une plage de gain qui est bizarrement calibrée, je vous l'accorde. Mais voilà ce que ça donne en termes de tonalité, et voilà ce que ça donne en termes de niveau de bruit. Bon, c'est parti pour vous montrer les capacités de traitement de la Lewitt Connectis avec dans un premier temps un Bluesona et l'objectif de lui donner un son plus radio qui sera pertinent pour de la diffusion en direct, du podcast et de la web radio. Pour l'instant, vous entendez le son de ce micro brut tel quel. J'ai simplement appliqué 8 dB de gain et une alimentation Phantom 48 volts pour avoir du niveau et le micro qui fonctionne. Jusque-là, rien de savant. Je vais maintenant allumer chaque étage l'un après l'autre en vous détaillant ce que j'ai fait. Premièrement, filtre coupe bas, classique pour réduire l'effet de proximité et la prise de bruit indésirable et de vibration. Pour poursuivre cet effacement de bruit indésirable, un expander dont l'objectif est de réduire le niveau sonore en dessous d'un certain seuil, et celui-ci est ici plutôt radical et rapide, l'objectif étant d'effacer le plus possible la réverbération, la prise de bruit indésirable et le niveau de bruit. Donc on n'est pas là pour rigoler, on gomme bien. Par la suite, un compresseur qui n'est pas là pour rigoler non plus parce que son objectif va être de vraiment calmer le plus possible les crêtes, rapidement, nerveusement et avec un niveau de sortie accentué pour rapprocher ces crêtes atténuées des faibles niveaux. Puis l'égaliseur, qu'il est une fois de plus pas là pour faire dans la dentelle, avec une atténuation du grave, une atténuation supplémentaire du bas médium pour donner cette petite tonalité radio, une atténuation du haut médium pour les sifflantes et une remontée de l'aigu pour compenser cette réduction de netteté et de clarté causée par l'atténuation du bas médium. Et en dernier lieu, le maximizer, qui est la cerise sur le gâteau, qui va vraiment rajouter cette touche finale de densité, de chaleur, de proximité, de niveau sonore uniforme, de forte présence d'aigus et de graves au son pris. Donc vraiment, là, il n'y a pas photo, c'est vraiment cette fonction qui va donner la tonalité radio à ce qu'on avait fait jusqu'ici.
et qui est à 50%, 5 sur 10 en termes d'intensité. Et donc voilà ce que ça donne avec tous ces étages de traitement d'exploiter sur la Lewitt Connect 6. Et pour rappel, voilà ce que donne le son du Bluesona brut à travers cette Connect 6. Petite démonstration de ce qu'il est possible de faire avec la Lewitt Connect 6, avec un objectif de traiter le son pour une tonalité plus studio, plus transparente, moins envahissante, moins chargée, moins compressée, moins dense, quelque chose qui servira pour de la prise de voix parlée, bien évidemment, ou du chant, mais principalement de la voix parlée dans la façon dont je le règle, parce que c'est mon cœur de métier, pour de la voix off, pour du doublage, pour des vidéos, des choses où on a besoin d'uniformiser légèrement le niveau sonore, de contrôler les crêtes, de réduire les bruits environnants et la réverbération, d'embellir ou de corriger les défauts du micro, mais sans prendre les devants. Actuellement, le son du micro est brut, j'ai simplement activé l'alimentation Phantom 48 volts, nécessaire pour que ce micro fonctionne, et appliqué 13 décibels de gain. Je vais activer progressivement les différents étages dont j'ai eu besoin, à commencer par le filtre coupe bas pour réduire la prise de vibration et l'effet de proximité, un expander pour réduire les bruits environnants et couper légèrement la réverbération, la raccourcir, avec cependant pour objectif d'atténuer et pas d'effacer complètement, comme vous pouvez l'entendre. Un compresseur pour gommer les crêtes, pour uniformiser légèrement le niveau sonore, sans pour autant écraser complètement le signal comme ça a été fait précédemment. Et enfin un égaliseur pour rajouter un petit peu de grave, couper les bas médiums qui dans ma voix sont très présents, et réduire, atténuer la zone désifflante qui, avec ce micro et ma voix, ne font pas forcément bon ménage. Donc voilà ce que ça donne avec tous les étages de traitement d'appliquer. Voilà ce que ça donne sans aucun traitement. Voilà pour ce qui est des tests. Pour ceux qui veulent d'autres mesures, assurément plus précises que celles faites ici, je vous invite à regarder la vidéo de Julian Krauss sur cette interface, ainsi que le test d'audio fanzine. Ceux-ci ont notamment évalué les sorties casque et enceintes que je ne suis pas en capacité de mesurer, ne disposant pas d'un banc d'essai. En même temps, ça coûte cher ces saloperies. Bon. Après un an à essayer, utiliser, échanger et cogiter sur la Connect 6, vous imaginez, j'espère, que j'ai pu me forger un avis sur cette machine. Dans mon utilisation nomade et irrégulière de cette interface, au gré de ses évolutions logicielles, je n'ai jamais rencontré un souci d'ordre logiciel, que ce soit sur macOS ou Windows. Les pilotes sont stables et les mises à jour se font sans risque. Sur le plan matériel, la surface en plastique brillant de la Connect 6 est effectivement un aimant à traces de doigts et de graisse, en plus de se rayer facilement. Les connecteurs ne semblent pas fragiles, aucun ne ballotte de façon inhabituelle, et les prises combo tiennent bien ce qu'on y raccorde. Malgré la solidité de ces connecteurs, USB inclus, mon PC a du mal à initialiser la Connect 6 lorsqu'elle est connectée en cours de route, et non avant son démarrage. Un souci que je mets plus sur ma configuration informatique que sur l'interface en elle-même, n'ayant pas ce souci sur mon Mac. Si vous rencontrez le même souci, éteignez complètement votre ordinateur et rallumez-le avec l'interface déjà connectée. Et si ça ne règle pas le souci, essayez d'y raccorder une alimentation annexe. En termes de qualité, il est clair que la Connect 6 ne manque pas de gain, tout en tenant des figures de bruit et de distorsion plus qu'acceptables, en mesure comme à l'oreille. En calibrant mon niveau sonore moyen à -20 dBFS, je n'ai pas eu à dépasser les 30 dB de gain avec un Shure SM7B. Et à ce réglage, le bruit est faible et le niveau maximal admissible loin. Les outils de traitement dynamique intégrés permettent par ailleurs de garder les deux extrêmes sous contrôle. L'expander est efficace, ne s'ouvre pas sur les bruits de clavier et ne claque pas, même avec des vitesses rapides. Le compresseur quant à lui est tout aussi efficace et transparent, la gestion des étages de niveau interne de la Connect 6 lui permettant d'éviter efficacement l'écrêtage numérique. Enfin, l'égaliseur est largement suffisant pour former sa signature sonore au gré des envies, avec un choix complet de filtres et un ajustement aisé des réglages, bien que manquant de précision. Par ailleurs, je ne me suis jamais senti limité par la capacité d'amplification de la sortie casque de l'interface. Ayant un Neumann DH20 d'impédance 150 ohms, c'est plutôt bon signe. Quant à une écoute aérienne, sur enceinte, pas de parasites, pas de manque de niveau et pas de paix à l'allumage, alléluia, merci de protéger mon matériel et mes enceintes à 3000 balles. En utilisation, avec mon PC fixe, je n'ai pas remarqué de parasites provenant de l'alimentation du bus USB, que ce soit dans les sorties que dans mes enregistrements. A l'inverse, lorsque mon MacBook Pro est en charge, un parasite s'introduit à demeure dans la sortie casque et dans les prises de son. Un souci que j'ai également constaté dans la sortie casque intégrée au Mac, et que je mets donc sur mon alimentation tierce partie, plus que sur cette Connect 6 une fois de plus. Mais ça soulève quand même le fait que bien que la Connect 6 semble correctement armée contre les parasites typiques de l'alimentation crasseuse fournie par un bus USB, on n'est pas à l'abri d'un bruit bizarre, introduit par la présence par exemple d'un CPL sur son réseau électrique. Donc restez attentifs. Comment résumer cette Connect 6 ? En termes de propositions techniques, je trouve cette interface on ne peut plus réussie. Le choix d'entrée-sortie est complet, cohérent et polyvalent. Je maintiens le regret que les deux entrées combo ne soient pas capables d'accueillir un instrument, mais c'est vite excusé quand on considère l'extrême puissance des préamplis qui vous feront oublier les FETED et autres cloud lifters.
Quand en plus ces étages sont suivis par une panoplie de traitements qualitatifs rationnels et efficaces, d'un système de mixage facile d'utilisation et flexible et de sortie transparente, et avec de la puissance à revendre, que demande le peuple? Vous vous doutez bien que j'ai ma petite idée. Sans vouloir réduire une seule seconde les efforts de l'E8, certaines fonctionnalités manquent dans l'attirail de la Connectis pour en faire, à mes yeux, l'interface audio parfaite. Premièrement, bien que le minimalisme du contrôle physique se défende, pour une interface qui trouvera sa place dans les configurations de créateurs de contenu, c'est un peu léger et inadapté. Avoir la capacité de prendre la main sur le control center à l'aide d'une tablette, d'un smartphone, d'un mini PC, d'un tablette PC, d'un contrôleur MIDI ou d'un Stream Deck ou que sais-je, serait génialissime, voire primordial pour certains. Et le moyen le plus intelligent, innovant et responsable que pourrait choisir l'E8 pour accueillir ce contrôle de l'extérieur, c'est l'utilisation d'un protocole existant, répandu et ouvert. Comme par exemple, totalement au hasard, l'OSC, l'Open Sound Control. Avec celui-ci, pas besoin pour la marque de développer d'applications pour smartphone, TouchOSC existe. Pas besoin de mapper des contrôleurs MIDI, MIDI to OSC existe. Pas besoin de développer un plugin pour Stream Deck, il en existe des génériques. Et il est certain que la communauté en fera un dédié à la Connectis. Il n'y a même pas besoin de faire une documentation sur les contrôles et l'API, il se déclare tout seul. Ensuite, j'ai longtemps trouvé dommage l'absence d'un module d'effet dans la chaîne de traitement de cette interface. Délai, reverb, chorus, tremolo, ou que sais-je encore, ou au choix, ça manque. Mais après de nombreux ping-pong avec mon interlocuteur au fil des mois, il s'est révélé que le DSP de la Connectis est déjà exploité pleinement. Faire de la place pour un processeur d'effet entendrait réduire la qualité des traitements déjà disponibles. Et franchement, ça serait dommage vu comment ils sont bons. Alors quelles sont les solutions de contournement? Vous vous souvenez quand je parlais de croiser les univers DSP et VST? En voilà une belle opportunité. Bien qu'il soit possible, voire fort probable, que l'architecture de la Connectis actuelle ne le permette pas, ce serait tout bonnement exceptionnel que les L'E8 soient les premiers à proposer une interface avec traitement DSP extensible en faisant passer son signal à travers des plugins logiciels chargés dans le control center dans le cas présent. Réfléchissez-y une seconde. Les possibilités sont infinies. Et cette architecture hybride permettra d'assurer les étages primaires et essentiels de traitement sans latence, risque d'instabilité ou peu importe la configuration informatique de l'utilisateur, tout en lui laissant la liberté, si c'est possible pour sa configuration, d'ajouter des effets ou traitements supplémentaires, sans travail du fabricant. Tout le monde est gagnant. J'ai fait part à plusieurs reprises de ces suggestions à mon interlocuteur qui m'a simplement assuré que le meilleur était à venir. Et je ne demande qu'à voir. Toujours est-il que dans sa forme actuelle, et c'est sur celle-ci qu'il faut vous focaliser si vous souhaitez acheter cette interface, la L'E8 Connectis est un grand pas en avant dans l'industrie de la création de contenu. Une proposition technique abordable, rationnelle, qualitative, compacte et polyvalente. Il était temps qu'un fabricant comprenne qu'on n'est pas simplement des gugus qui font les cons dans leur chambre d'ado pour amuser la galerie, que nombreux créateurs sont intelligents, compétents, envieux d'apprendre et avec un cahier des charges logique et argumenté, et que le RGB n'est pas notre première priorité. Alors c'est un premier pas, il a des défauts, des imperfections et définitivement un design singulier, mais il méritait une vidéo à la hauteur. Et j'espère que c'est le cas de celle-ci. En tout cas, elle touche bel et bien à sa fin, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'à sa clôture. J'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Un grand merci à L'E8 Audio et particulièrement à mon interlocuteur francophone Bertrand. Merci à eux pour leur patience, leur sympathie, leur pédagogie. Et le fait de donner le change dans les interactions, dans les suggestions que je donnais. Vous retrouverez bien évidemment en description un lien vers la page produit de la L'E8 Connectis ainsi que des liens affiliés Amazon et Thomann pour acheter celle-ci. Si vous avez des questions, des suggestions, besoin de recommandations ou quoi que ce soit en rapport avec la vidéo, à m'en faire part dans les commentaires. À vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur les domaines audio comme visuel, c'est dans le nom. À me suivre sur ces réseaux sociaux, à regarder ces autres vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou de prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco.